Bonjour tout le monde. On va laisser quelques minutes et on va pouvoir débuter ce webinaire. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'était créer votre premier agent copilote. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, comment on peut utiliser ça et répondre à toutes vos questions au niveau justement de la construction d'agents. Donc, n'hésitez pas. Vous avez en fait au niveau du chat, vous allez pouvoir faire aussi du question-réponse donc par rapport à ça. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrais y répondre. Sinon, on a une partie en fait de la présentation, donc à la toute fin, où on pourra effectivement basculer sur le question-réponse. Donc, je vais laisser 2 minutes et puis on va pouvoir commencer. C'est parfait, ben, on va pouvoir débuter. Donc aujourd'hui, on est là donc, pour voir un petit peu comment créer votre premier agent copilote. Donc je vais pouvoir vous expliquer un petit peu dans quel cadre on va pouvoir justement créer ces agents, que ce soit des agents côté finance, opération, vente, service client. Donc l'objectif, c'est de vous montrer comment on peut aisément finalement créer des agents dans le quotidien sans avoir nécessairement besoin d'être développeur, puisque tous ces agents seront en capacité d'être écrits sans avoir à faire une ligne de code, donc par rapport à ça. Donc déjà, pour me présenter, donc moi c'est Anthony Anctil, donc moi je suis le responsable pratique copilote et agent AI chez Gestisoft. Et donc, je m'occupe tout simplement de l'équipe qui vient vous aider justement à développer votre pratique IA finalement en interne. Donc, que ce soit aussi bien au niveau de la formation de vos équipes que de l'automatisation en fait de vos process ou la création justement d'agents du type de ceux qu'on va voir aujourd'hui. Donc pour commencer, donc petit point Gestisoft donc en 30 secondes. Donc nous Gestisoft, donc on est un partenaire Microsoft donc basé à Montréal. On existe aujourd'hui depuis 29 ans et on déploie actuellement donc toutes sortes d'outils. Donc on est spécialisé dans l'implantation notamment de RP, de CRM, donc Business Central, Dynamics 365, tout ce qui est Power Platform et du coup cette nouvelle pratique qui est dédiée à l'IA Copilot qui est là pour pouvoir justement un petit peu travailler sur tous ces outils-là et vous aider à les incorporer donc au niveau justement de votre business. On travaille donc pour ça avec des verticales maison. Donc, on a nos produits Legio qui est plutôt à destination des ordres professionnels, Civio pour les municipalités. Et donc, on a un accompagnement qui se situe donc avec un peu plus de 110 spécialistes en ERP, en CRM, accompagnement bilingue, du diagnostic jusqu'au soutien pour arriver justement à un go live et une intégration chez vous. Donc, partons maintenant dans le sujet. Le sujet, donc le contexte, c'est pourquoi des agents et pourquoi ça peut être intéressant donc maintenant. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous allez avoir donc,
tout à chacun donc en interne, donc des données qui peuvent vivre dans des silos. Donc, c'est des données qui peuvent être, par exemple, dans votre ERP, donc au niveau facture, au niveau justement de vos données plutôt financières, des données logistiques, des données opérationnelles, toutes ces choses-là. Vous avez les données également clients, ventes qui peuvent se situer dans le CRM. Et aujourd'hui, vous avez peut-être aussi des données type des méthodologies, RH, ce genre de choses, qui vivent aussi bien dans un SharePoint que peut-être même dans des OneDrive que vous avez un petit peu disséminés individuellement. Vous avez aussi tout ce qui est données donc, qui sont dans vos courriels et qui ne sont pas forcément aussi retravaillées donc, par rapport à ça. Donc ces données en fait vivent dans des silos. C'est vos employés qui font le pont. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations qu'on peut voir donc, chez nos clients qui en fait ne vivent que dans la tête finalement de leurs employés. Ce qui peut poser problème, effectivement, dans le sens où on n'arrive pas aujourd'hui à ressortir cette information rapidement et on se retrouve avec du temps perdu de préparation avant chaque appel client, avec des tâches de recherche qui sont très répétitives et avec les mêmes questions finalement qui reviennent en boucle. Donc c'est un peu pour ça aussi que les agents existent. Donc les agents, c'est vraiment, pour rappel, comme un employé numérique. Il a sa petite description de poste, ses petites connaissances, un périmètre qui lui est fixé, qui est clair. Il sait ce qu'il doit faire, il sait ce qu'il ne doit pas faire. Et concrètement, en fait, il va venir donc pouvoir travailler les choses. Donc c'est pas magique, hein, c'est du paramétrage qu'il y a à faire, qui est donc sa configuration, mais il va venir combler en fait cette dette qu'on peut avoir donc par moment en termes de data. Donc concrètement, un agent, comment ça marche? Donc, par rapport à ça, vous allez avoir quatre choses importantes. La première, c'est les instructions. Donc, si vous êtes familier donc, avec tout ce qui est IA, que ce soit Copilot, ChatGPT, Claude, ce genre de choses, vous avez le système donc, de prompts que vous avez aujourd'hui, que vous utilisez. Eh ben, l'agent, c'est un petit peu pareil. Il a besoin d'avoir son propre prompt, ses propres instructions. On pourrait définir ça comme sa description de poste, avec son rôle, son ton, ses limites. On pourra le regarder ensemble quand on va construire des agents tout à l'heure. Il a sa partie connaissance, donc c'est un petit peu sa formation, c'est la partie où justement il va pouvoir avoir donc ces différentes connaissances métiers. Donc ça peut être du SharePoint, des fichiers qu'on va lui donner, un site web, j'ai mis Dataverse, mais ça peut être toutes sortes de bases de données en fait que vous allez pouvoir réutiliser. Et donc c'est ces connaissances-là qui vont lui permettre d'interagir avec les demandes que vous allez lui faire. La troisième partie, c'est les actions. Donc ça, c'est le palier suivant. C'est la possibilité de lui donner des actions. Ce que j'appellerais les mains, c'est le fait de pouvoir connecter. Donc c'est des connecteurs vers, par exemple, votre ERP, vers votre CRM, euh, connecter vers, je ne sais pas moi, un workflow que vous avez mis d'automatisation, ce genre de choses-là. Donc c'est les connecteurs, les Free Power Automate ou une API, parce que si par exemple vous avez un logiciel interne que vous utilisez, bah, c'est des choses que vous pouvez venir en fait rattacher à cet agent-là. Et derrière les canaux, c'est le poste de travail. C'est là où on va déployer l'agent et c'est finalement l'endroit où il va être utilisé. Donc aujourd'hui, les agents, si on reste dans l'écosystème donc Microsoft, c'est des agents qu'on va pouvoir retrouver notamment sur Teams, disponible pour tout le monde, Microsoft 365 Copilot, également pour tout le monde, ou directement également sur votre site web, quand on est en fait dans on va dire une approche plus externe vers vos clients et moins en interne au niveau justement de vos employés. Les trois paliers donc, de maturité. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir un petit peu au niveau de ces trois paliers-là. On va avoir un palier 1 où on va travailler ensemble sur un agent de connaissance. Donc, c'est l'agent qui répond justement à partir de vos documents d'entreprise. Donc, c'est une démo qui va être basée notamment en fait, sur un agent finance qui va être capable en fait, de pouvoir répondre finalement à des questions que auparavant, vous soyez obligé d'aller chercher dans vos bases de données, chercher l'information, répondre à votre employé. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir. Je vais vous montrer un petit peu les interactions qu'on peut avoir avec notamment SharePoint, qui est souvent très déployé en entreprise. Mais ça va être le premier palier finalement qu'on va mettre en place ensemble. Le deuxième palier, c'est un agent qui va être connecté à votre donnée d'affaires. Donc là, ça va être les démos qu'on va faire, notamment sur comment un agent pourrait interagir avec votre CRM, toutes les données au niveau de votre CRM, donc au niveau client-vente, ou toutes les données que vous pourriez avoir au niveau de l'ERP, sur tout ce qui est par exemple facture, stock, donc toute la partie finalement un peu logistique. Et on ira sur le palier 3 plus comme un teaser de clôture sur la partie agent autonome qui va justement agir sur déclencheur sans qu'on lui demande. Donc ça, c'est vraiment les agents qu'on vient implanter et qui
n'a pas forcément cette interaction un petit peu de discussion, de conversationnel. On va être vraiment beaucoup plus sur le côté, il a une tâche prédéfinie qu'on lui donne et il va travailler donc dessus. Les 3 démos que j'ai faites aujourd'hui, elles se déroulent donc dans le cadre d'une entreprise fictive que j'ai créée, donc qui s'appelle Boreal Distribution. C'est un distributeur donc d'équipements de protection qui est basé à Laval, qui travaille aujourd'hui par exemple sur Business Central, donc la partie ERP, et sur Dynamics 365, donc la partie CRM. Aujourd'hui, c'est une démo qui se fait avec des outils Microsoft, mais je tiens quand même à dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, Copilot n'est pas enchaîné à Microsoft au niveau de ces outils-là. Aujourd'hui, on a tout à fait la capacité de venir travailler sur des agents qui pourraient travailler sur des bases de données avec peut-être des gens qui travaillent sur Akumba, des gens qui vont travailler, imaginons, avec Salesforce en CRM. On a toutes sortes de possibilités en fait par rapport à ces agents-là, et c'est ce qui donne finalement de la force finalement à leur utilisation. Donc, le premier agent. Donc, on va faire ce premier agent-là, donc l'assistant finance Boréal. Donc, concrètement, c'est quoi le use case? C'est l'équipe finance qui reçoit une quinzaine de questions par semaine, par exemple sur la politique de remboursement des dépenses, imaginons. Donc, l'assistant finance, il va être basé sur des données qu'on va pouvoir avoir dans un SharePoint, ou peut-être vous allez avoir votre contexte métier, vous allez peut-être avoir votre politique donc, de remboursement, mais ça peut être aussi politique de télétravail, des documents RH de ce type-là. Et concrètement, en fait, cet agent, il va pouvoir être déployé pour pouvoir répondre à ces questions assez aisément. Donc déjà, première petite chose, si vous n'êtes pas familier avec l'outil, c'est qu'aujourd'hui, vous avez la capacité donc, en entreprise de pouvoir utiliser, à partir du moment où vous avez des licences donc, Copilot, mais également donc, l'accès à Copilot Studio, qui est finalement l'environnement de création donc, des agents, vous allez avoir accès à cette interface-là, qui est donc la toute nouvelle expérience. Elle est très récente, donc si jamais vous utilisez déjà Copilot Studio et que vous ne l'avez pas sous cette forme-là, c'est tout à fait normal. En fait, sur ça, c'est quelque chose qui vient seulement de sortir. Mais c'était intéressant pour moi de vous la montrer sous cette forme, puisque finalement, c'est l'avenir de Copilot Studio. Quand vous arrivez sur Copilot Studio, donc l'adresse pour rappel, donc copilotstudio.microsoft.com, vous avez en fait la capacité de travailler sur vos différents environnements. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. Vous voyez ici, j'ai les environnements. Moi, je suis sur mon environnement développement Copilot, mais ici, vous allez retrouver tous les environnements que vous pourriez avoir chez vous en interne. Donc les environnements, concrètement, c'est quoi si jamais vous n'êtes pas familier avec ça? C'est un peu l'endroit où vous allez faire vivre vos données, vivre vos outils, vivre vos agents. Donc là, par exemple, je vous donne un exemple pour Gestisoft. On a notre environnement production, on a notre vrai CRM, notre vrai ERP et toutes ces choses-là. On a effectivement un environnement de dev qui correspond finalement à une production, mais on va dire minorée donc, sur ça. Et vous avez en fait justement ces systèmes-là où vous voyez, il y a marqué production et là vous voyez Sandbox. Sandbox, donc le bac à sable justement, de comment on va pouvoir jouer avec ces environnements-là. Donc moi aujourd'hui, je suis dans l'environnement de développement copilote agent. Et comment ça va se situer? Donc déjà, première chose, pour pouvoir vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, vous avez tout simplement ici créé un agent. Et quand vous avez la création d'agent, vous avez ce nouveau format qui existe où vous allez pouvoir mettre vos instructions. Donc ça va être comment l'agent vous voulez qu'il agisse. Je vous montrerai en détail avec l'agent Boréal, la description de ce qu'il doit faire et les exemples qu'il doit rendre. Donc, toute cette partie-là, finalement, c'est la partie prompting de votre agent. Vous avez également ici donc, toute la partie finalement de construction de cet agent-là. La première chose, c'est les modèles de langage. Donc, point qui est hyper important, avec Microsoft, vous n'êtes pas bloqué sur un modèle de langage IA en particulier. Donc, modèle de langage, pour ceux qui ne sont pas forcément aussi, peut-être que ça ne vous parle pas, tout ce qui est LLM, modèle de langage, ce qui est important, c'est qu'en gros, c'est un peu le cerveau finalement de votre IA, la manière finalement qu'elle va vous répondre. Donc, par exemple, Copilot, tout ce qui est Copilot de base, c'est des choses qui ont été construites sur les modèles de OpenAI, donc de ChatGPT. Donc, vous les retrouvez tous ici, entre le chat, le reasoning, un chat un petit peu plus, on va dire, récent. Et vous avez encore un modèle qui est du coup un petit peu plus ancien. Mais ce qui est intéressant, c'est que Microsoft agit un petit peu comme un hub d'IA et donc vous donne également la possibilité aujourd'hui de travailler avec les modèles d'Anthropic, qui sont souvent considérés actuellement comme les modèles les plus puissants, où vous allez retrouver effectivement donc, tous les modèles de Claude, Sonnet, Opus.
Et également, un petit nouveau qui peut aussi être disponible, c'est le modèle Mistral. Donc, Mistral, si vous n'êtes pas au clair avec ça, c'est qu'en fait, Mistral, c'est une entreprise française qui, justement, a son propre modèle de langage. Et pourquoi c'est intéressant, effectivement, de pouvoir le retrouver là, c'est que si jamais vous avez à un moment donné des demandes qui sont faites avec une clientèle européenne, ça peut être intéressant de travailler avec ce modèle-là, dans le sens où ça va respecter aussi donc, toutes les demandes de l'Union européenne en termes de données, de data, ce genre de choses-là. Vous allez avoir ensuite donc, un système de skills, donc c'est ce qu'on appelle les compétences. Vous allez pouvoir venir charger des compétences ou créer les vôtres. Donc ça, c'est un petit peu plus complexe à expliquer, mais concrètement, c'est vraiment la possibilité de lui donner des compétences très très précises, de lui dire, voilà, toi, tu es un assistant finance, tu travailles comme ça, c'est ça ta guideline, c'est ça tes exemples, c'est ça tes notes que tu peux prendre. Et en fait, vous pouvez faire quelque chose de très intéressant avec ces compétences-là, c'est que comme vous pouvez ici les créer, mais ici, vous pouvez venir tout simplement les charger, ça peut être intéressant de créer une compétence que vous allez pouvoir réutiliser. Donc, je donne un exemple. Vous êtes une entreprise avec un, je sais pas, un thème particulier, vous avez un produit qui est particulier, un domaine qui est particulier, vous allez pourquoi pas pouvoir créer cette compétence-là qui lui explique concrètement c'est quoi votre entreprise, c'est quoi ce que vous faites, et venir à chaque fois la charger dans vos agents pour qu'il ait ce contexte-là. Et ça veut dire que vous pourriez avoir 10, 15 agents avec le même contexte et avoir quelque chose qui ressemble beaucoup plus à votre entreprise. Ensuite, vous avez donc ce qu'on appelle les outils, donc les tools. C'est là où on va vouloir faire des connexions avec des systèmes externes ou lui donner des actions. Donc, c'est les fameux connecteurs qu'on va pouvoir retrouver. Vous avez ici ce qu'on appelle les modèles contexte protocole, MCP. Prenez juste ça. Je vais vous donner une métaphore très simple. Le MCP, c'est comme si c'était un port USB vers l'IA. Donc, vous avez ce port USB où justement, vous allez pouvoir vous connecter à n'importe quelle chose pour l'IA. Donc, ça va dire, par exemple, ici, il y en a déjà qui existent pour Microsoft. C'est-à-dire, vous allez pouvoir vous plugger à vos mails, à votre calendrier, à des OneDrive. Vous allez pouvoir vous connecter même à des choses qui sont externes, DocuSign pour vos contrats. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut voir qui sont déjà des modèles contexte protocole qui sont déjà existants, mais c'est des choses que vous pouvez aussi créer. Si vous avez des API particulières, c'est des choses qui sont capables d'être reprises. Vous avez ensuite les connecteurs. Ça, c'est des connecteurs en direct. Donc, c'est justement le fait d'avoir un connecteur sans ce côté port USB IA. Donc, c'est des connexions qui sont plus dans le sens, vous allez rentrer à un point précis donc, dans votre API. Et donc le système de workflow, qui sont des choses que vous allez pouvoir créer. Donc là, il y en a plusieurs qui ont été créées, donc pas là-dessus. Mais ça, c'est des automatisations que vous allez pouvoir donner à vos agents. Ensuite, vous avez le knowledge, donc tout ce qui est en fait la partie connaissance. Et c'est là où ça devient intéressant pour vous. Et dans notre cas de figure, c'est cette partie-là finalement qui est la plus utile. C'est le fait de pouvoir venir ici lui mettre une base de connaissances qui peut basculer autant sur un site public, donc si vous voulez créer un agent sur la base de votre site Internet, par exemple, mais également votre SharePoint, votre OneDrive donc interne, mais également, si vous êtes dans une version avancée, vous allez pouvoir créer aussi des connexions ici vers, par exemple, des bases de données externes que vous pourriez avoir. Sinon, tout simplement, vous pouvez également venir cliquer ici et mettre en fait les documents directement localement aussi dans cet agent-là. Donc, c'est cette base de connaissances qui va lui servir en fait justement de noyau de connaissances pour que lui puisse aller piocher dedans et rechercher donc les informations. Et derrière, la dernière chose qui est intéressante, c'est que vous avez un système d'agents donc connectés. Ça veut dire que les agents seraient en capacité d'être connectés l'un et l'autre. Et pourquoi c'est intéressant de voir ça? C'est, vous voyez ici, c'est les 3 agents que j'ai créés en fait pour aujourd'hui pour ce webinaire-là. Donc on a un agent d'opération, un assistant finance et un assistant compte 360 qui est plutôt un assistant, on va dire, client. Nous aurions tout à fait la capacité de dire, plutôt que de déployer les agents un à un par rapport à ça, pourquoi pas créer un agent boréal, donc le nom de l'entreprise, et de lui connecter à tous les autres agents. Donc ça vous permettrait aussi d'imaginer en fait un circuit d'information que vous pourriez faire qui serait tout simplement de créer un agent pour telle et telle entreprise, donc le nom de votre entreprise, et de créer après toute une équipe de sous-agents qui serait juste en dessous et qui serait capable en fait de l'alimenter et donc d'y répondre. Donc pourquoi c'est intéressant? C'est qu'en fait, il faut imaginer ça qu'aujourd'hui, avec ce système-là,
on a la capacité de créer des agents managers et du coup, bah, ces agents-là manageraient leur propre équipe d'agents. Donc voilà un petit peu si on fait on va dire un gros tour là-dessus. On va partir directement donc, dans les agents que j'ai pu créer. Donc le mieux, c'est d'aller commencer donc, sur l'assistant finance. On va juste rechercher les derniers qui ont été faits. L'assistant finance. Donc, pour vous montrer cet exemple-là, l'assistant finance, donc c'est un assistant donc, de Boréal Distribution qui répond donc, à toutes les questions des employés sur la politique de remboursement des dépenses d'affaires. Donc, dans notre use case, c'est sur ça que je suis parti. Il se base uniquement sur la politique officielle. Si une question dépasse la politique, point intéressant, il dirige l'employé vers finance at Boréal Distribution avec le numéro de poste. Donc ça, c'est un point qui est intéressant aussi, c'est que vous avez la capacité aujourd'hui de fixer vos agents, de faire en sorte qu'ils ne vont pas créer de la mauvaise donnée, créer de la mauvaise information et qu'on puisse en fait le figer uniquement sur la partie qu'on veut lui donner. Donc derrière, son rôle, ça va être d'être un assistant virtuel pour les équipes de finance. Je lui donne effectivement des règles de réponse, donc qui sont des formats stricts, donc répond uniquement à partir de la politique fournie. Longueur maximale 2 phrases, on veut une réponse rapide. Limite stricte, jamais dépassée. Donne la réponse directement avec le chiffre en premier, sur cette partie-là. Et hors périmètre, aucun conseil fiscal, comptable, placement personnel, aucune question RH de type vacances, paie, assurance, toutes ces choses-là. Ça, il doit, en fait, quand il les reçoit, diriger donc vers le RH. Il peut ni approuver, ni refuser une note de frais. Seule la chaîne d'approbation décrite dans la politique le peut. Donc ça, c'est des éléments, par exemple, que vous allez pouvoir définir, essayer et puis réaffiner. Son ton, ça va être vraiment un ton professionnel, serviable, direct, avec, dans ce cas-là, du tutoiement, puisque c'est un agent qu'on a mis en interne, et donc on a décidé effectivement de le faire en tutoiement. Donc ça, c'est la partie finalement de que doit faire notre agent. Quand on revient sur les différents éléments qui sont ici, vous avez donc le système de connaissances. Et là, c'est là où moi, je vous indique que vous pouvez faire cette partie-là. C'est que, bah, imaginons, vous voulez que ça fonctionne comme ça. Vous avez un SharePoint interne. Et ici, au niveau de votre SharePoint interne, tout simplement, vous allez pouvoir aller chercher. Donc, par exemple, je vous montre chez nous. Ici, vous avez tous les sites SharePoint que vous utilisez. Donc, moi, par exemple, je vais aller sur procédure, processus et gabarit, qui est donc un de nos SharePoint où on va retrouver finalement les documents internes. Et là, vous pourriez tout simplement venir ici et venir aller chercher en fait les documents que ça correspond. Donc ici, je pourrais mettre par exemple les choses qui sont en lien avec les budgets, les documents officiels. Là, il y a les formulaires de dépenses. Je pourrais vraiment lui donner tout le SharePoint et lui sera en capacité de venir lire finalement donc, tout ce SharePoint-là pour répondre aux questions. Concrètement, comment ça fonctionne? Donc, vous voyez, par exemple, ici, dans Copilot Studio, nous avons en fait la capacité derrière donc, de pouvoir aller le tester. Donc, à quoi ça ressemble? Bah, c'est qu'ici, vous avez donc les différents éléments qui sont là. Et on va pouvoir hop, aller voir dans les settings et voir un petit peu qu'est-ce qui est dans cet agent-là. Donc là, comme c'est un environnement en fait, qui est un environnement de test, mon agent, il a en fait le langage ici qui est basé sur du langage en anglais. Par contre, il va nous répondre en français, je l'ai paramétré dans ce sens-là. Mais c'est intéressant de vous le montrer parce que si par exemple vous avez dans certains cas réglementaires, loi 25, Québec, ce genre de choses, vous êtes obligé de le bloquer sur la langue française, c'est tout à fait possible. Vous pouvez le mettre ici, et ici, vous pouvez mettre ne répond jamais en anglais. C'est des choses que vous pouvez venir faire. Ici, c'est la même chose. Vous allez pouvoir chercher donc, les différentes choses au niveau de la modération, les authentifications et la capacité en fait de mettre du feedback pour pouvoir avoir du retour en fait pour les différentes personnes. Et là, vous allez mettre, par exemple, quel est le message de départ que vous voulez lui mettre, quelles sont les différentes choses que vous voulez lui faire faire. Une fois que vous avez fait tout ça, donc vous avez ici un élément de preview. Donc l'élément de preview, c'est tester votre agent avant de pouvoir justement le déployer dans les bons endroits pour vos employés ou pour vos clients. Donc là, vous voyez, l'agent, il est ici en test. Donc lui, il écrit donc là cette partie-là en anglais. Ça sera en français de votre côté. Donc bonjour, je suis l'assistant finance Boréal. Comment je peux vous aider aujourd'hui? Donc là, on va lui faire faire des petites instructions pour pouvoir vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Donc, par exemple, on se pose une question, quel est le plafond donc, pour un souper avec un client? Donc, on va venir lui poser la question, quel est le plafond donc, pour un souper avec un client? Donc, lui, vous voyez ici, il va se mettre à faire des recherches. Donc là, c'est intéressant. Ici, dans cette partie-là, on voit exactement ce qu'il est en train de faire.
Donc là, on voit qu'il va dans le truc de compétences qui correspond à la politique de remboursement. Et ici, il va utiliser la fameuse compétence que j'ai expliquée avant, c'est extraire, en fait, extraire du texte, la structure, lire finalement en fait, les documents. Et vous voyez, on reçoit la réponse. Quel est le plafond pour un souper avec un client? 90 $ par personne, taxes et pourboires inclus. Tu dois identifier les invités et leur entreprise sur ta note de frais. Mais point hyper intéressant, c'est que si vous voulez être sûr que la réponse soit bonne, ben, vous voyez ici, il va nous mettre dans les citations. Elle est juste ici. Vous avez le lien vers la bonne pièce en fait, qui correspond à cette réponse-là. Donc, ça vous permet aussi d'être sûr que votre agent va répondre finalement à la question que vous avez posée avec les bons éléments. Et là, on peut continuer. Il y a des éléments qu'on peut venir poser. On peut continuer sous ces formats-là. Et vous voyez qu'il va pouvoir, il va pouvoir y répondre assez simplement. Donc, on va faire la question suivante. Donc, comment je fais comment je me fais rembourser mes kilomètres? Donc, il va pouvoir chercher donc, cette partie-là. Voilà, on a également donc, le retour. Le taux est de 0,70 par kilomètre. Encore une fois, la même citation. On peut continuer. Est-ce que l'alcool est remboursable? L'alcool est remboursable uniquement lors d'un repas client. Vous voyez, les réponses sont toujours bonnes et vraiment situées sur les différentes choses. Vous avez les systèmes d'approbation également. Donc, ma note de frais est de 1 200 $. Qui l'approuve? Et là, vous voyez, elle va chercher l'information un petit peu ailleurs et il va dire la note de frais doit être approuvée par ton directeur de département. Note qu'un employé ne peut jamais approuver sa propre note de frais ni celle de son supérieur. Et c'est là où vous pourriez en fait rajouter de l'information, c'est de dire à partir du moment où justement c'est le directeur du département, ben, l'agent pourrait proposer est-ce que vous voulez qu'on fasse une demande d'approbation? C'est des choses qu'on pourrait faire. Point intéressant, c'est que, imaginons que la question qui est posée donc, par l'employé n'a rien à voir finalement avec ce pourquoi vous avez construit l'agent. Donc, je vais lui demander, c'est quoi un bon REER? Et bien, vous voyez, il va vraiment repérer que la question, elle n'est pas bonne avec ce qu'on a voulu lui dire. C'est une question qui ne correspond pas à ce qu'on l'a paramétré pour le faire. Et donc, il va nous dire, ce type de conseil financier personnel dépasse mon périmètre. Pour toute question, contacte l'équipe des finances. Il nous met l'adresse mail et vous voyez, c'est cliquable. Donc, on peut vraiment cliquer dessus et tout de suite envoyer le mail avec le bon poste si jamais on veut passer donc, par rapport à ça. Donc ça, c'est un exemple d'agent qu'on pourrait faire. Et aujourd'hui, on s'imagine, donc là, vous l'avez testé, vous voyez qu'il fonctionne bien. Quelle est maintenant la deuxième partie? C'est comment on le rend disponible finalement donc, à nos employés. Ben, ici, vous avez un petit bouton publier. Et quand vous cliquez sur la flèche, vous allez avoir donc trois possibilités. Avoir la capacité de créer une sorte de faux site web pour pouvoir le tester. Donc ça, c'est plus, encore une fois, de la démo. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez tout de suite la capacité d'avoir le code, ce qu'on appelle le embed code, pour pouvoir l'intégrer sur votre website si c'est de l'externe. Et en interne, c'est tout simplement fonctionnel directement, soit dans Teams, soit dans Microsoft 365. Et là, vous avez toutes les possibilités en fait pour le faire. Donc, vous voyez, par exemple, ici, j'ai activé donc le canal. Donc, c'est le canal de distribution de cet agent-là. Vous avez donc l'assistant finance. Ici, vous pouvez cliquer sur quelle est sa petite description, la longue description, mettre une icône si vous voulez, changer les couleurs. Enfin, vous pouvez vraiment le faire comme vous le souhaitez. Ici, dans sa disponibilité, donc c'est la même chose. Soit vous pourriez copier le lien et l'envoyer donc directement dans un message groupé, un canal donc par rapport à ça. Soit vous pouvez directement le télécharger et même l'envoyer. Moi, ce que je préconise, c'est qu'en fait, vous avez la capacité ici de pouvoir soit le soumettre dans le catalogue de votre organisation directement, comme ça les personnes peuvent venir le piocher directement eux-mêmes, ou de venir le partager. Vous voyez ici, venir le partager, on voit que c'est moi qui l'ai créé et on peut venir le partager à toutes les personnes qu'on veut dans l'entreprise. Donc ça peut être ici, donc des gens qu'on va venir choisir, ou pas de permission, donc c'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire, ou même vous pouvez mettre les noms par rapport à ça si vous voulez juste le distribuer à une ou deux personnes, donc chez vous en interne. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est l'assistant finance. Donc c'est l'agent le plus simple, conversationnel, qui va fonctionner sur vos données. C'est intéressant pour la simple bonne raison que vous avez peut-être plein de documentation partout. Et parfois, bah, juste le fait d'aller dans le SharePoint, savoir, OK, où est tel document, où est telle chose, mais en fait, on a tout ce temps-là de dire, bah, tiens, je pose vite fait ma question et je m'y retrouve là-dessus. Donc ça, c'était le premier agent. Donc, qu'est-ce qu'on a vu donc, dans cette démo-là? Très simple. On peut décrire son rôle en langage naturel comme une description de poste. On pointe le document.
en utilisant notamment par exemple SharePoint comme source de connaissances. On peut le tester en fait dans le Copilot Studio et on peut le publier donc à la fin, soit sur Teams, soit sur Microsoft 365. Encore une fois, zéro ligne de code. Vous pouvez le faire vraiment simplement et ça vous donne les accès que vous voulez donc par rapport à ça. La suite. Et si l'agent, finalement, on ne le connecterait pas à notre CRM? Donc ça aussi, c'est un point qui est intéressant. Peut-être que vous avez un gros CRM, quelque chose qui va centraliser finalement toutes les informations, toutes les données au niveau justement de vos clients, que ce soit pour les ventes, que ce soit peut-être pour le service client, que ce soit pour du support, pour toutes sortes de choses. Et souvent, on se dit, OK, c'est super. Moi, j'ai des équipes qui s'occupent du service client, mais souvent, le client, il appelle, il est mécontent, ou il fait un mail, il est mécontent. Et en fait, on a tout ce temps d'aller chercher dans le CRM, c'est quoi le cas, comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire. Pourquoi pas en fait créer un assistant qu'on va pouvoir soit rendre disponible comme on l'a vu avant avec du Teams, avec un canal, par exemple Microsoft 365, ou pourquoi pas le créer et le mettre directement dans votre CRM ou dans une page, un portail que vous pourriez utiliser en fait pour ça. Donc là, le use case au niveau justement de cet agent-là, c'est un vendeur passe 20 minutes à préparer donc chaque appel, CRM, cas de service, courriel. L'agent, du coup, il est branché sur les données Dynamics, donc Dynamics qui est le CRM, donc Microsoft, Dynamics 365, avec tout ce qui est compte, opportunité, cas de service. Donc, l'agent, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut résumer un compte client, repérer les cas de service à risque et préparer ses points de discussion. C'est un exemple, effectivement, qu'on a pu prendre donc, par rapport à ça. Donc, si on revient sur nos agents, on va revenir là-dessus. Encore une fois, les derniers qui ont été modifiés. Et donc, on a le fameux assistant compte 360. Donc, l'assistant compte 360, même processus qu'avant, on lui donne toutes les instructions. Donc, son rôle, assistant des ventes, il aide les vendeurs, les agents de service, toute cette partie-là. Les sources de données. Donc, les connaissances contiennent 3 ensembles de données. Donc, là, on peut lui dire compte, opportunité, cas de service. Mais peut-être qu'il y a d'autres éléments dans votre CRM que vous voulez lui donner accès. Ça, c'est vous qui pouvez le déterminer. Encore une fois, j'ai fait un assistant compte 360, mais vous pourriez avoir plusieurs agents pour des choses, des cas plus ciblés par rapport à votre CRM. Ça peut être un agent support, un agent vente, un agent marketing. Vous pourriez vraiment le faire et lui donner un peu de la monotâche. Les règles de réponse. Donc, quand on te demande un résumé de compte, donc, c'est quoi la structure qu'on attend, qu'il veut nous donner, et quelles sont ses limites. Et là, pour le ton, on change un petit peu. On lui donne comme ton, on veut qu'il soit comme un collègue efficace, direct, orienté décision, et du coup avec du tutoiement. Ici, encore une fois, je vous rappelle, on peut venir sur cette partie-là, prendre donc la connexion. Dans le cas de figure justement de Microsoft 365, on aurait la capacité, vous voyez, de faire, je vais mettre 365, mais de venir se connecter directement. Donc, on a aujourd'hui, par exemple, du contact center qui existe là-dessus. On a du customer service qui existe là-dessus, qui sont des modules Microsoft faits pour ces choses-là au niveau CRM. Mais vous pourriez également venir prendre un connecteur. Et encore une fois, si par exemple, votre CRM, ce n'est pas du Microsoft, c'est imaginons du Salesforce. Là encore, vous avez la capacité de venir le connecter. C'est juste que comme on n'est pas sur un connecteur avec de l'IA, le fameux port USB que j'expliquais avant, on est juste obligé de venir faire un petit peu plus de paramétrage là-dedans. C'est, vous voyez, obtenir des enregistrements de compte, c'est des éléments précis qu'on veut lui faire faire, créer une tâche, les types d'objets. Mais en tout cas, tout est possible et vous n'êtes pas limité à Microsoft donc, pour cette partie-là. Aujourd'hui, donc, pour vous montrer à quoi ça peut ressembler, comment on pourrait l'utiliser? Mettez-vous dans le cas de figure donc justement de ce fameux assistant des ventes qui va vous aider justement à organiser finalement votre préparation client. Donc, vous allez arriver en fait sur cet agent-là et vous allez lui dire, OK, moi j'ai un rendez-vous, j'ai des choses qui sont faites avec le compte construction riverain. Donc, je vais lui demander, résume-moi le compte construction riverain. Aujourd'hui, si vous deviez le faire par vous-même, vous allez cliquer dans votre CRM, chercher construction riverain, sortir toutes les informations donc, par rapport à construction riverain. C'est quoi le client? C'est quoi où il est? C'est quoi comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des opportunités qui sont ouvertes? Est-ce qu'il y a des cas qui sont en cours au niveau support client? Toutes ces données-là, vous seriez obligé de les chercher à la main. C'est des clics en plus que vous devriez faire. Tandis que là, aujourd'hui, cet agent-là, lui, il serait capable de venir en fait le faire par lui-même. Donc là, il est en train justement d'aller chercher, d'analyser ces fameuses données qui peuvent être présentes dans un CRM et il va nous créer directement
une fiche, donc client, comme on lui a demandé de faire. Cette fiche-là, c'est moi qui lui ai dit de la faire de cette sorte-là, mais selon ce que vous utilisez au quotidien, vous pourriez tout à fait avoir la capacité en fait de modifier la fiche comme vous le voulez. Donc moi, dans la fiche, ce que je voulais, c'est d'avoir une première partie qui est la fiche, on va dire la plus classique, basique, c'est-à-dire c'est quoi l'industrie de mon client, il est situé où, quel est le nom du propriétaire ou du PDG ou peu importe donc par rapport à ça. C'est quoi le statut de donc relationnel? Donc, chez nous, par exemple, et sur ce client-là, ça va être un client stratégique. C'est quoi le revenu annuel estimé? La dernière activité avec ce client, ce qui est un point souvent intéressant, dans le sens où ça vous permet de voir est-ce qu'on a en fait des contacts réguliers avec ce client-là. Et la note vendeur, c'est des choses qu'il va aller chercher dans toutes les interactions qu'on peut retrouver dans un CRM en nous disant, ben voilà, renouvellement du contrat de pays en négociation, le client, il est sensible au délai de livraison donc, récent. Et le décideur actuel pour cette partie-là, c'est Luc Riverain, qui est donc le VP Opération. Ces éléments-là, c'est des éléments IA. Donc, ça veut dire qu'on aurait tout à fait la capacité d'avoir une grande fiche avec toutes les informations. Et c'est finalement le modèle de langage qui va raisonner et vous ramener finalement les points les plus importants. Derrière, on va retrouver donc nos opportunités ouvertes. Donc, on voit ici, donc, il y a deux opportunités ouvertes. Renouvellement du contrat de pays, donc le fameux qu'on a vu juste au-dessus, l'étape dans laquelle elle est, négociation, quel est le montant, la probabilité donc, de gagner ce contrat-là, c'est quoi la clôture prévue, les prochaines étapes, et du coup, la note, c'est résoudre le cas 3318 avant la rencontre. Donc, on voit que par exemple, là, il y a une petite note qui dit, OK, là, cette opportunité-là, si on veut vraiment la gagner, il faudrait résoudre d'abord ce cas-là, qui peut être un cas de support, donc par exemple là-dessus. Deuxième opportunité, programme donc, de protection respiratoire. Là, on est à l'étape plutôt proposition avec le montant, une probabilité plus faible et une clôture privée qui est prévue qui est beaucoup plus lointaine. On retrouve notre fameux cas de service ouvert, donc le fameux cas qui était ici, il est bien stipulé là. Donc 3318, livraison en retard donc pour un produit, priorité haute. Le statut, donc, c'est qu'il a été ouvert et il a été escaladé à une personne pour le traitement. Donc, on voit les deux commandes qui ont été promises les 5 et les 8 juin n'ont pas été livrées car on a une rupture de stock fournisseur. Réapprovisionnement attendu le 18 juin. Le client menace de réévaluer le renouvellement de contrat et donc il a été escaladé à la direction des opérations. Donc ça permet d'avoir tout de suite une vue d'ensemble donc, pour par exemple le vendeur et se dire OK, là je peux sortir ces informations-là aisément donc, dans mon CRM. Donc, point risque critique sur les OP. Donc, concrètement, imaginons le vendeur, il voit qu'il y a ce cas de service-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, OK, y a-t-il des cas de service ouverts qui pourraient nuire à ma négociation? Donc, on voit que c'est le cas, mais lui va vouloir avoir plus d'informations. Vous voyez, il va me sortir le cas avec plus de détails. Donc, vous voyez, un cas directement lié, le fameux cas qu'on a vu avant, et escalader à la direction. L'agent qui a pris en charge, c'est Karim Belhadj. Et donc, ce que tu dois faire avant le 16 juin, contacter Karim Belhadj pour avoir le statut exact, prendre les devants avec Luc Riverain, donc un appel proactif avant la rencontre. Donc, il est capable aussi d'analyser ces problèmes-là et de vous donner finalement des insights donc, pour pouvoir justement traiter cette chose-là. Donc, ça, c'est des agents qui peuvent venir vraiment améliorer finalement l'utilisation de votre CRM et faire en sorte que le CRM soit plus efficace pour vous. Derrière, imaginons que le vendeur, donc, il a pris ces informations-là, donc il veut préparer cette rencontre du 16 juin. Donc il va effectivement contacter Karim, voir ce qu'il en est, mais il veut quand même préparer, donc prépare-moi 3 points de discussion pour ma rencontre du 16 juin avec Luc Riverain. Donc là, à ce moment-là, il va se dire, OK, moi je veux quand même préparer ma rencontre avec toutes ces données-là. Donc l'agent, il va reprendre tout le contexte qu'on a vu avant, puisqu'il a été stipulé comme ça. Il va reprendre également les fiches de connaissances. Si par exemple, vous avez des fiches de connaissances dans le CRM avec peut-être des éléments qu'on lui donne, des étapes qu'on lui donne. Vous savez que dans les cas de support, de temps en temps, on va avoir des sortes de méthodologies de comment traiter un problème. Et là, vous allez retrouver prendre les devants. On assume le retard. Voici notre plan concret avec le plan concret. Ancrer la valeur du renouvellement, un conseil sur comment on doit le faire. Introduire donc l'OPP, donc on a une proposition à te montrer, donc c'est la fameuse proposition qu'on a vue avant mais qui n'est pas encore en négociation. Et là, vous voyez, il va vous donner un petit insight, ordre suggéré, commence par le point 1 pour désamorcer la tension, enchaîne sur le point 2 pour verrouiller le renouvellement et introduit le point 3 en fin de rencontre. Et finalement, ce qu'on peut faire donc, par rapport à ça, c'est qu'on peut également lui demander quels sont les clients qui sont à risque, en se disant, OK, là, on a un risque sur ce client. Est-ce qu'on est capable d'aller voir et de flasher tous les clients qu'on a aujourd'hui sur notre CRM pour pouvoir anticiper ces problèmes-là? Et là, on va dire quels sont les clients. Vous voyez, il va rechercher
totalement dans toute notre liste de clients qui sont considérés à risque pour nous dire, bah, en fait, quel serait le risque. Donc, on va voir. Il va chercher. Donc, c'est un peu plus long parce que forcément, il a plus de données à aller scanner. Vous voyez, hein, là, on le voit travailler. Chose que les gens qui vont utiliser l'agent ne verront pas, hein. Ça, c'est la partie, on va dire, plus en back. Voilà. Le statut client. Parfait. Et vous voyez, il va nous ressortir donc les risques élevés. Donc, on va avoir le construction riverain qu'on vient de voir avant, donc avec le problème qu'on avait, qui est en risque élevé. Et on a ici, donc par exemple, Transport Falardeau, qui est un autre client à risque parce qu'il n'a aucune commande donc, depuis le mois de février et des risques modérés. Et donc voilà, on peut anticiper donc, les choses. Donc c'est la manière finalement de se dire, OK, on a de la data qui rentre à travers nos CRM. Comment on peut faire pour pouvoir finalement exploiter cette data intelligemment donc, avec un agent. Donc voilà, ça c'était le point par rapport justement au CRM. Donc concrètement, ça nous permet finalement d'avoir un accès beaucoup plus rapide à la data que vous allez générer et aussi d'avoir un aspect d'intelligence à travers justement ce modèle de langage qui va vous donner des insights. La dernière démo, donc l'agent opération donc, et finance. Donc l'exemple, c'est quoi? Le use case. Le directeur des opérations veut des réponses sans naviguer dans 5 écrans donc, de Business Central, qui est un ERP. Donc l'agent, là, il est branché sur l'ERP. Il a accès aux commandes de vente, au stock, aux factures fournisseurs, à la facturation, toutes ces choses-là. Donc concrètement, encore une fois, on va revenir sur cet agent-là. Hop. Donc l'assistant finance. Non, ce n'était pas finance. Petite erreur. C'est opération. Voilà. Donc là encore, on revient là-dessus. Assistant des opérations et de la finance de Boréal. Tu réponds à partir de données ERP Business Central, commande de vente, état des stocks, facture fournisseur, la fameuse source de données, les règles de réponse, les limites. Et là, on va avoir un ton assistant de direction des opérations, factuel, priorisé, orienté action. Vous voyez, le ton est toujours un petit peu différent par rapport à ce qu'on veut lui faire faire. Ce qui nous donne quoi? Ce qui nous donne qu'aujourd'hui, on peut utiliser cet engin-là assez simplement en disant, bah, dis-moi aujourd'hui, quelles sont les commandes de vente qui sont en retard. Donc lui, il va scanner tout ce qu'il y a dans l'ERP et il va être capable de nous trouver en fait cette information beaucoup plus rapidement, beaucoup plus aisément. Et on sait que souvent dans les ERP, c'est plus difficile parce que des fois on a du compte à compte, des fois on n'a pas forcément le tableau de bord qui est prêt avec toutes les informations là. Lui, il est capable d'aller prendre la data, de la travailler et de nous ramener en fait quelque chose d'intéressant donc, par rapport à ça. Donc on le laisse également travailler. Voilà. Là, il nous ressort, vous voyez, sous la forme d'un petit tableau, il va nous ressortir les commandes, donc les 4 commandes de vente qui sont en retard. Donc on voit construction riverain 2, ici toiture Excel Pro, et on voit donc en retard attente d'expédition, les montants, ou en retard expédition partielle. Et on voit ici les causes. Donc si les causes sont exposées, on peut voir ici qu'est-ce qu'il en est. Donc, on a un point critique. 3 commandes sont toutes bloquées. Le rapatriement est attendu pour le 18 juin. La recommandation immédiate, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on confirme la date du 18 juin pour celle-ci? Est-ce qu'on confirme l'expédition du reliquat qui est bien programmé au 12 juin? Voilà. Et vous voyez, il nous demande, souhaitez-vous voir l'état du stock de l'élément, donc de la pièce HAR 3050 ou les factures associées? Donc, il nous donne aussi la possibilité d'aller un petit peu plus loin. Donc, moi, je suis capable de lui demander, derrière, OK, super. Bah moi, dis-moi, c'est quoi les articles qui sont en rupture ou qui sont ou sous le point de commande? Donc, je peux lui demander encore par rapport à ça. Il garde son contexte là. Voilà. Là, il va analyser le stock par rapport justement à la fameuse pièce. Donc, on va retrouver, notamment si on revient là-dessus, on voit que ici, rupture HAR 3050. Donc, on s'attend à retrouver cette pièce-là en rupture pour pouvoir avoir le détail donc, là-dessus. Voilà, on retrouve, vous voyez, rupture critique, harnais sécurité 4 points. On voit, il y en a 8 qui sont dispo en stock, mais il y en a 72 qui sont réservés. Et donc, on voit ici donc, le net, donc moins 64, il nous manque des éléments. Le point de commande, donc 50. Donc, ça veut dire que c'est à partir de ce point de commande-là qu'on se dit il faut en recommander dans les stocks. Et du coup, on a une réappro qui est prévue aujourd'hui donc, pour 150 unités. Mais la réception, le fournisseur a dit seulement le 18 juin.
ce qui nous bloque des commandes clients. Donc, il va faire le lien entre le stock et vos commandes clients. Donc là, vous voyez, vous avez un peu plus de détails donc, sur les différentes choses. Et il vous donne encore une fois des recommandations donc, de gestion. Donc là encore, on peut aussi après lui dire, OK, quelles sont les factures donc, fournisseurs qui échouent cette semaine? Donc là, encore une fois, il va un peu plus loin. Il va relire donc, toute votre facturation. Voilà, donc cette semaine, il va relire toute cette partie-là. Et hop, déjà en retard, il y a une facture, donc Securipro import, 2 jours de retard. Donc ça, c'est celle qui est déjà en retard. Et ici, il y a des échéances qui arrivent sur cette semaine, avec note escompte 2% déjà perdu, donc délai des 10 jours dépassés, vérifier surcharge carburant avant paiement. Donc, il donne également des indications par rapport au client. Derrière, si on revient, on peut demander aussi, vous voyez, avant, on a fait quels articles sont en rupture. Moi, la pièce qui me posait problème, si on regardait avant, c'était la pièce HAR 3050. J'aurais pu très bien demander directement la pièce sans avoir à tout scanner. Et vous voyez, là, on va avoir directement la pièce avec quel est son stock et quelles sont les commandes clients qui sont bloquées. Vous voyez ici, au niveau des commandes clients, il y a 72 unités en fait, qui sont bloquées par rapport à ça. Et il vous met, vous voyez, synthèse, situation à risque enchaîné. La facture impayée, risque de blocage, réappro 150 unités prévues. Si bloqué, 3 commandes clients restent gelées. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'aujourd'hui, nous, cette facture qui est impayée, il faut absolument la payer rapidement pour obtenir la confirmation écrite de Securipro que la livraison du 18 juin, elle est bien maintenue et que dès qu'on la reçoit le 10 juin, on alloue immédiatement ces 150 unités justement pour ces commandes-là. Et derrière, une fois qu'on a finalisé tout ça, on peut lui demander tout simplement, donne-moi les priorités opérationnelles du jour. Et là, il va reprendre donc, toutes ces choses-là. Donc la priorité 1, il faut payer cette facture-là. Payer 2, il faut payer cette facture-là. Priorité 3, il faut communiquer avec les clients en retard. Priorité 4, il faut surveiller en fait cette partie-là. 5, 6. Et vous voyez, vous allez avoir une sorte de, comme une to-do list qui va se créer naturellement donc, par rapport à ça. Maintenant, sur des questions que vous pourriez donc vous poser, imaginons qu'on a 2 employés, par exemple, qui ont accès à cet agent-là, mais qui ont des permissions différentes. Ça, c'est un point qui est intéressant, parce que là, on parle de facture, c'est souvent cet élément-là qui peut faire peur. Sachez que l'agent, il hérite de toutes les permissions donc de la source qui lui sont données. Ça veut dire que si votre employé il n'a pas le droit de voir les factures, quand il va demander à l'agent ne sera pas capable de lui sortir en fait, le détail des factures. Ça, c'est un point qui est important en fait là-dessus, c'est que toutes les sécurités que vous mettez en place, aussi bien sur vos licences Dynamics que sur les licences M365, toutes ces sécurités sont reprises dans l'agent. Ça veut dire que l'agent, lui, ne peut pas vous donner plus que ce que vous avez déjà le droit de voir. Pour utiliser ces agents-là, quelle licence ça prend? Copilot Studio, comme je l'expliquais avant. Donc, vous allez avoir soit Copilot Studio sous la forme d'une licence que vous allez payer, et qui va vous permettre d'avoir accès à un certain nombre de messages, soit vous pouvez le payer à l'utilisation et donc vous avez des messages qui vont être utilisés donc, par rapport à ça. Et si vous êtes dans un contexte interne et que vous utilisez déjà Microsoft 365, il n'y a pas de surcoût par rapport à ça. Toutes les personnes qui vont utiliser cet agent en ayant déjà une licence Microsoft 365 sont en fait en capacité d'utiliser cet agent-là sans surcoût. Dernier point, l'agent, est-ce qu'il peut se tromper? Ça, c'est un point qu'on me pose souvent comme question. Oui, il peut se tromper. Et c'est pour ça qu'en fait, quand vous allez créer vos agents, vous avez un système de connaissance générale. C'est le fait de pouvoir aller sur le web pour chercher. Ça, vous pouvez le désactiver. Vous avez un système de citation qui est activé. Donc, vous voyez, c'est moi, c'est ce que j'ai mis en place. C'est de faire en sorte qu'il doit me donner toujours la citation. Donc, il doit me dire où c'est qu'il a cherché l'information. Et comme il est obligé de faire ça, il ne peut pas inventer en fait l'information. Ça, c'est un point qui est important. Un périmètre défini pour pouvoir faire en sorte qu'il ne déborde pas. Et à la fin, finalement, le point le plus important, ne vous fiez pas à 100% en fait, aux informations. Vérifiez. C'est toujours un humain qui doit décider. Ça, c'est aussi un point qui est extrêmement important. Voilà. Donc maintenant, vu qu'on arrive à la fin bientôt de ce webinaire, donc comment les organisations aujourd'hui utilisent les agents IA? Donc là, je vous ai montré quelques use cases, mais vous pourriez en avoir d'autres. Et ça peut être intéressant de voir comment vous pourriez mettre ça en place. Donc la première chose, comment ils les utilisent? Gagner en efficacité. Donc, vous avez vu, il y a moins de travail manuel. Je vous pose la question,
il le cherche. Donc, on est là pour automatiser des recherches qui sont répétitives. Les questions que j'ai mis aujourd'hui dans les agents sont des questions que peut-être vos employés en fait, se posent 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois par jour par rapport à un client, par rapport à ce genre de choses-là. Et au lieu d'avoir à faire les recherches, bah, pourquoi pas tout sortir beaucoup plus rapidement. Le but, c'est de réduire aussi le temps de préparation avant chaque dossier et de libérer les experts. Donc là, dans ce cas de figure-là, c'est de dire bah, peut-être qu'en fait, votre technicien comptable ou la personne qui s'occupe du CRM, votre assistant commercial, n'est pas toujours disponible. Ben, le vendeur, il peut peut-être avoir accès à ça plus rapidement. Ou si vous posez une question sur une facture, ben, c'est la même chose. On peut libérer finalement les experts et faire en sorte qu'ils soient focalisés sur d'autres tâches. L'autre point, c'est mieux décider. Vous avez plus d'informations. La bonne information, c'est moins mélangé, c'est au bon moment. Et du coup, on rassemble un petit peu les choses de tout ce qui est éclaté dans les différents systèmes. Parce que peut-être que dans un cas de figure, vous allez vous dire, mais moi, je veux un agent et je veux qu'il soit connecté aussi bien dans le RP que dans le CRM, que dans le SharePoint. Et comme ça, quand je pose une question sur la fiche client, il va me dire, c'est quoi les dernières discussions vente, c'est quoi les dernières discussions support client, mais également, il en est où au niveau de ses factures, il en est où au niveau de sa compta. Donc, faire ressortir les signaux et donner le contexte complet. Petit point, pour ne pas sauter donc, ces étapes-là, donc sur tout ce qui est adoption et gouvernance. Donc, première chose, quand vous allez travailler sur vos agents, pensez à vos environnements. Si vous créez des agents chez vous en interne, ne les créez jamais en production. Mettez-les dans des environnements qui sont séparés. Vous l'avez vu tout au début du webinaire, je vous ai montré, j'ai mon propre environnement de test. Et c'est important parce qu'en fait, au moins, vous n'allez pas risquer finalement de déplacer quelque chose ou d'avoir des erreurs en fait par rapport à ça. Donc, jamais en production, toujours dans un environnement de test. Et une fois que vous avez tout validé, vous pouvez tout à fait en fait le faire migrer dans cet environnement de production. Le 2, c'est que l'agent, il hérite donc des permissions. Donc, c'était la partie sécurité que je vous ai donnée. Donc, ça veut dire que si vous avez aujourd'hui un SharePoint qui est mal sécurisé, l'agent, il va en fait créer finalement de la panique un petit peu chez vous, puisqu'en fait, cet agent-là, il sera capable donc directement de vous donner des informations. Donc, point important, si aujourd'hui, par exemple, un agent est capable de donner une information à une personne que vous ne voulez pas en fait que cette personne ait, imaginons la fiche de paye d'un collègue, c'est que c'est disponible dans la source de données que vous avez donnée. Et donc, ce n'est pas l'agent le problème, c'est la data et la sécurité que vous avez mis derrière. C'est pour ça qu'il y a des outils qui existent, que ce soit Purview ou DLP. Ça, c'est des éléments, si vous avez un IT en interne, il faut vraiment le prendre en compte. Ou sinon, c'est à vous de l'anticiper si vous êtes plus petit. Dernier point, les deux derniers points, c'est makers et mesures. Donc, maker, c'est qui a le droit de créer et de publier. Donc, ça aussi, un processus d'approbation peut être intéressant. Peut-être que vous allez donner la capacité à vos équipes de créer leurs propres agents, mais c'est toujours intéressant d'avoir une personne qui est capable d'approuver sa publication. Sinon, vous allez risquer d'avoir 100, 150, 200 agents qui vont être créés, peut-être même des agents qui font des doublons parce que deux employés ont eu la même idée. Donc ça, il faut absolument en fait le gérer, créer cette partie-là, ne pas avoir des doublons et faire en sorte que vous puissiez publier plus facilement. Et la mesure, c'est qu'en fait, dans Copilot Studio, mais même en dehors, vous avez toutes les analytics, donc tout ce qui est dû justement à vos agents-là. Donc vous allez pouvoir trouver votre taux de résolution, les escalades, les sujets manqués. Ça va vous permettre d'améliorer vos agents, mais aussi de pouvoir avoir le gain en fait que vous avez là-dessus. Donc voilà, donc la petite phrase que j'ai mise, c'est ça, c'est le risque n'est pas que l'agent ne fonctionne pas, c'est qu'il fonctionne un peu trop bien sur des données que vous n'auriez pas dû exposer, parce que c'est cette partie-là finalement qui est la plus importante. Comment réussir maintenant ce déploiement? C'est-à-dire une fois que vous voulez en fait vous lancer là-dedans. Les meilleures pratiques d'adoption et de gouvernance, en un, pensez à avoir un parrainage exécutif. Donc vous allez réfléchir ensemble en interne à c'est quoi le cas d'affaires que vous voulez prendre, le use case que vous voulez utiliser. Donc un cas d'affaires clair, porté par la direction, que vous ayez toujours le soutien de la direction pour pouvoir le mettre en place, c'est important, avec un objectif qui est mesurable. On a vite tendance avec l'IA à vouloir se dire, tiens, on va essayer plein de choses, ça fonctionne. Focalisez-vous sur des choses qui ont un vrai gain, qui vous font gagner vraiment du temps par rapport à ça. C'est important parce qu'il faut que vous passiez de la preuve de concept, je peux le faire, à la preuve de valeur, ça me fait gagner du temps, ça me fait gagner de l'argent. Deux, un centre d'excellence. Donc ça, c'est un noyau qui encadre. Souvent, dans le centre d'excellence, c'est de dire, bah, imaginons, vous avez peut-être une, deux, trois personnes qui sont, par exemple, que ce soit vos TI ou que ce soit en interne. Et en fait, c'est ce noyau-là qui va encadrer, outiller et partager en fait les gabarits. Donc, c'est de eux que finalement doivent descendre un petit peu donc, les pratiques dans la création d'agents, l'utilisation de l'IA. Trois, une communauté de makers. Moi, j'appelle ça en fait les champions. C'est vraiment dire pourquoi pas aller chercher en fait des champions
dans chacune de vos équipes, un champion en vente, un champion au niveau justement des achats, toute cette partie-là, et faire en sorte que derrière, quand vous allez pouvoir discuter avec eux, c'est eux qui vont vous apporter finalement les use cases. Parce que peut-être que les comptables vont vous dire, bah, nous, aujourd'hui, le point qui nous acharne le plus, c'est en fin de mois, on a besoin de ça, ça, ça. Les ventes vont nous dire, bah, moi, j'ai besoin de ça, ça, ça. Et en fait, toute cette partie-là vont vous donner des idées que le centre d'excellence va pouvoir encadrer. Et derrière, mesurer la valeur, pas l'usage. Ça veut dire que peut-être qu'il y a un agent qui va être utilisé énormément, qui va vouloir se faire donc là-dessus. L'important, c'est focaliser sur le temps gagné, les décisions accélérées, la satisfaction donc des équipes par rapport à ça. J'ai vu passer un message dans le chat. Je crois que c'était pour demander si on pouvait avoir. Je vais juste voir là, par rapport à ça. J'ai manqué quelques minutes de la présentation. Est-ce qu'elle nous sera envoyée? Oui, je pense que la présentation nous sera envoyée. Je regarderai avec les équipes pour pouvoir faire ça, mais il n'y aura pas de souci. Je n'avais pas vu également ton message, Alexandre. Donc, il s'agit essentiellement d'appliquer des tris et filtres sur la BD de l'ERP. Normalement, un bon ERP devrait déjà avoir ce type de sélection. Quel est le véritable avantage de l'agent dans ce contexte? En fait, c'est plus complexe que ça, Alexandre. C'est-à-dire que oui, tu peux avoir des filtres dans ton ERP, ça, c'est pas un souci, même s'il faut naviguer, il faut avoir des choses comme ça. Là, c'est plus le fait de. En fait, quand tu vas filtrer pour avoir certaines informations, alors que là, tu vas centraliser en fait les choses avec l'agent. Déjà, dans un premier temps, c'est de fait de ne pas avoir un filtre pour ça, puis OK, j'ai pris cette info, un autre filtre, je vais pris cette info-là. Et après, ce qui est important, c'est que là, c'est l'agent qui questionne la data, mais l'agent, il a quand même le raisonnement aussi qui est affilié derrière. Ça veut dire qu'au-delà d'afficher en fait de l'information, c'est qu'une fois qu'il a cherché la bonne information, tu peux lui demander du conseil. Comment je devrais traiter ça? C'est quoi les choses qu'il doit prendre? C'est quoi les insights en fait là-dessus? Et c'est ce point-là en fait qui permet de mettre de l'IA finalement dans sa data. Mais en tout cas, bonne question. Enfin, si on arrive donc un petit peu au bout, la suite, donc c'est ce que je vous avais dit, c'est les agents autonomes. Donc les agents autonomes, c'est un petit peu ce qui va aussi en fait se rajouter finalement à tout ça. C'est que vous voyez, ici, on a fait des agents qui sont réactifs. Donc ça veut dire que bah, l'agent, il répond parce que moi, je lui ai posé des questions, parce que moi, je lui ai demandé. Donc c'est utile, mais il faut toujours penser, c'est quand même à nous de penser de le solliciter. Bah, imaginez que maintenant, on ait un agent autonome qui fonctionne tout seul, qui est proactif, qui va être déclenché par un événement sans qu'on lui demande. Donc, la facture qu'on a vue avant, par exemple, qui était en retard, elle est détectée, la relance, elle est préparée. Une commande, elle est bloquée, le client, il est notifié automatiquement et le vendeur, il est alerté. Ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire que le cas qu'on a vu sur le dernier agent, il aurait pu ne jamais exister. Et ça, c'est un point qui est intéressant, c'est que ça va nous permettre d'automatiser certaines parties de notre travail et faire en sorte qu'on soit beaucoup plus efficace. Enfin, par où commencer? Petite question, commencer trop gros, ça c'est important, il ne faut pas commencer trop gros, faites des choses qui vont vite, rapide, ne pas négliger votre data, les documents sources. Avoir un agent avec un responsable, parce qu'il faut que quelqu'un puisse le traiter, le mettre à jour. Trois conseils qui marchent aussi, un cas, un département, 4 semaines, vous vous fixez ça comme temps. Mesurez directement dès le premier jour. Les analytics donc, vous disent directement c'est quoi qu'il faut améliorer. Et une gouvernance d'abord avant le passage à l'échelle, donc, sur ce qu'on a vu par rapport à ça. Si vous voulez aller plus loin, on peut continuer ensemble. C'est des points qui sont intéressants. Donc, les prochaines étapes, donc avec nous, si vous le souhaitez, on a en fait trois choses à vous proposer. La première chose, donc, c'est le diagnostic IA Express. Donc, c'est des ateliers qui vous permettent en fait d'avoir toute une étude, tout un accompagnement interne pour pouvoir identifier qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que l'IA soit efficace. Donc, c'est forfaitaire, vous allez pouvoir l'utiliser. On a nos fameuses formations qui vous permettent d'outiller vos employés pour créer et gérer leurs propres agents pour pouvoir utiliser Copilot. Et enfin, point hyper important, c'est que si jamais vous avez des questions autres, par exemple, une des trois démos que vous avez vues, ça vous fait penser à un processus que vous avez chez vous, ou vous posez des questions sur comment en fait vous pouvez fonctionner. Mais en fait, on a aussi donc un atelier qui est complètement gratuit que vous pouvez prendre donc avec moi ou avec un de mes consultants pour pouvoir discuter de ça. Donc c'est une sorte de petite découverte gratuite où on va parler d'IA et vous allez pouvoir poser toutes sortes de questions et nous aussi, on va pouvoir vous guider sur par où commencer. Voilà, donc on arrive au bout de ce petit webinaire par rapport à ça. Donc, si jamais vous avez des questions, vous avez mon adresse mail aussi là qui s'affiche. Mais si jamais, je peux rester encore quelques minutes si jamais vous avez des questions que vous voudriez donc me poser. Donc, je reste disponible. Sinon, bah, je vous remercie en tout cas pour l'attention que vous avez donnée et j'espère vous revoir dans un des ateliers gratuits.
Merci à tous.